travaille dans un CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Je suis chargé de mission biodiversité au sein de ce CPIE. Et donc, le CPIE, c'est un réseau national d'associations qui ont déjà une histoire, en fait, avant de demander un label. On a 80 à peu près CPIE en France qui sont répartis dans 13 régions. Ça représente 12 000 adhérents, 9 000 salariés. Voilà, on a tous notre histoire. Et ce qui nous réunit, c'est surtout l'éducation à l'environnement. C'est vraiment parti sur ce concept qu'il fallait sensibiliser les gens à la nature et à la biodiversité. Et puis d'avoir du poids aussi au niveau national en créant un réseau intéressant pour avancer plus vite dans les projets. En ce qui concerne le CPIE de Nancy-Champenoux, donc plusieurs choses. On a un acteur associatif local, on a un ancrage territorial très fort. On fonctionne sur un territoire assez restreint, une cinquantaine de kilomètres autour de l'association. On a évidemment une connaissance assez fine des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés. Ça peut être des élus, des collectivités, des interpôts, des assos, des entreprises, ou toute autre structure qui peut passer par l'éducation à l'environnement. On a également une connaissance des politiques publiques environnementales et nationales qui nous permettent d'accompagner nos porteurs de projets. Et puis, depuis 6 ou 7 ans maintenant, j'ai eu l'occasion de développer cette mission d'ingénierie en gestion de la biodiversité des espaces naturels. D'où ma présence aujourd'hui aussi pour vous présenter cet aspect dans le cadre particulier du cimetière. Juste pour commencer, un petit constat rapide sans revenir trop précisément dans l'histoire. On peut parler des cimetières jardins d'autrefois parce que si je vous montre cette image-là, c'est l'image d'un cimetière dans les années 14-18. Donc on voit qu'il est très végétalisé avec des arbres, de l'herbe. Et donc j'ai eu l'occasion, en regardant dans un document, de trouver ce même cimetière actuellement, il y a une dizaine d'années, et vous allez pouvoir constater la différence. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Donc, c'est vrai que on est passé là en 1 ou 2 siècles à des cimetières avec clairement un manque de végétation hyper minéralisée. Voilà, pour des raisons d'hygiène, de sécurité, d'aménagement. Mais c'est vrai que, allez, on va dire qu'il y a une petite lueur d'espoir avec l'abandon des produits phytosanitaires et puis peut-être un changement aussi de vision de la part des familles qui fréquentent ces cimetières, qui aimeraient des choses un peu moins austères, un peu plus accueillantes. Pour autant, les cimetières, c'est des lieux intéressants pour la biodiversité. Entre autres, ils constituent parfois les seuls îlots de biodiversité dans un milieu urbain. C'est aussi, on va parler un petit peu de corridor écologique. Donc là, je vous montre juste justement ce que peut être un milieu urbain quand on ne prend pas en compte la biodiversité. Donc, c'est des milieux très séparés les uns des autres, avec aucune communication entre ces différents lieux. Pourtant, on a justement ces petits vestiges de biodiversité par-ci par-là, mais malheureusement, les espèces ont bien du mal à circuler dans ces différents îlots. Et le cimetière peut déjà jouer un rôle important comme lieu de biodiversité. Il peut servir de relais sur le déplacement des espèces. Encore faut-il créer un cimetière qui peut être accueillant pour à la fois la flore et la faune. Donc, si je vous montre maintenant le même schéma, mais cette fois-ci avec des aménagements réalisés, on voit qu'il y a des passages à faune qui ont été mis en place, on voit qu'il y a eu des plantations de haies, on a recreusé quelques mares en plus, on a supprimé des obstacles qui empêchaient les espèces de se déplacer. Donc voilà un petit peu la philosophie de ce qu'on appelle les corridors écologiques et ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. L'idée est vraiment de permettre à ces espèces, en effet, de pouvoir continuer à se déplacer sur un territoire. Donc, suite à cette petite présentation, je voulais juste vous dire que tout ce que je vais vous dire, j'ai retiré beaucoup de choses d'une étude qui avait été réalisée sur 45 cimetières franciliens, donc autour de Paris, sur justement cet aspect de biodiversité. Et c'était super intéressant. Donc, justement, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Sur cette étude, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont inventorié toutes les espèces qu'ils pouvaient retrouver dans les cimetières. Donc, ils ont inventorié la flore, les pollinisateurs, les oiseaux, même les chauves-souris, y compris les mammifères terrestres qu'on pouvait trouver à certains endroits. Ils ont utilisé des protocoles qui sont utilisés par les bureaux d'études, les associations, pour justement inventorier la flore. Vous les avez là sur l'image de droite sur l'écran. Et donc, en tout, la richesse qui a été observée entre 2020 et 2022 dans ces 45 cimetières franciliens, c'est 513 espèces de plantes vasculaires, donc c'est quand même assez important. 238 insectes pollinisateurs, 16 espèces de chiroptères, je rappelle qu'il s'agit des chauves-souris, 6 groupes de petits mammifères terrestres et 74 espèces d'oiseaux. C'est vrai que c'est des chiffres assez surprenants. Quand on voit nos cimetières minéralisés, on ne soupçonne pas forcément qu'on peut retrouver autant d'espèces dans ces milieux. Donc justement, la biodiversité dans les cimetières, c'est quoi? On peut regarder quelques exemples. Donc voici des photos issues de pièges photos qui ont été posées dans ces cimetières. On voit une diversité, entre autres l'animal, qui est assez importante. On voit un petit lézard des murailles là sur la photo de gauche. On voit une petite libellule là qu'on appelle la libellule déprimée là, sur la deuxième photo. Je pense que pour les deux autres, vous les avez reconnus. Il s'agit évidemment du renard et puis de l'écureuil qui utilise un élément du cimetière pour manger certainement une petite graine.
Donc, des animaux qui sont relativement courants, mais quand on leur permet de pouvoir investir les cimetières, eh ben, on va pourquoi pas les retrouver également. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir ce constat-là. Sans forcément vous citer les plantes, là, on a un petit tapis de sédum, un petit champ de coquelicots, là, une petite prairie de trèfle. Enfin, ça, clairement, c'est l'exemple de flores spontanées qui peuvent s'installer dans les cimetières quand on la laisse venir. Et ce sont des milieux particulièrement intéressants parce qu'ils vont servir de support pour le reste des espèces et entre autres pour la faune. On pense évidemment aux pollinisateurs, là, quand on voit ces fleurs, mais également aux mammifères qui vont pouvoir circuler plus librement dans cet espace. C'est vrai que quand on a l'opportunité de laisser un peu de place à cette flore spontanée, ben on peut avoir des jolies choses. Vous allez voir quelques exemples un peu plus tard dans le reste du diaporama. Ce que je vous conseille, moi, par rapport à un cimetière et pour intégrer de la biodiversité, c'est que vous avez la possibilité, quand vous lancez un projet là sur le cimetière, que ça soit sur la création d'un cimetière ou sur la réhabilitation ou l'idée de faire un cimetière un petit peu différent, c'est de réaliser au départ ce qu'on appelle un diagnostic écologique initial. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur. En soi, un diagnostic écologique, il peut prendre différentes dimensions. C'est sûr que si on parle d'un diagnostic dans une réserve naturelle, ça va être conséquent. En ce qui se concerne un cimetière, ça va être beaucoup plus restreint. Donc, vous avez la possibilité pour ça. Voilà, je peux vous montrer un contenu possible d'un diagnostic écologique initial. Donc, ce sont des exemples, hein. L'idée n'est pas forcément de tout faire, mais ça peut être déjà collecter en effet des données existantes sur le territoire, puisqu'il y a probablement des gens passionnés comme moi qui observent beaucoup la nature et qui peuvent vous donner des informations sur des espèces un petit peu particulières que vous pouvez trouver à proximité de vos cimetières ou même dedans. Donc, il existe des bases de données disponibles que vous pouvez retrouver assez facilement sur le net, là, pour pouvoir trouver ces informations. Il y a peut-être aussi des sites autour de vous qui ont bénéficié d'études d'impact dans le cadre de travaux. Donc, généralement, il y a des inventaires qui sont réalisés. Et puis, des rapports d'études et des inventaires peut-être pareil sur des sites de proximité. Donc, vous pouvez vous adresser directement aux associations naturalistes ou peut-être aux bureaux d'études qui sont à proximité de chez vous pour savoir s'ils n'ont pas quelques données intéressantes à vous transmettre. Donc, l'idée dans tout ça, c'est de faire un inventaire plus ou moins simplifié de la faune, de la flore et des habitats. On appelle les habitats, c'est un peu les milieux un peu spécifiques. Ça va être un habitat, une rocaille, ça va être une prairie en fauche tardive, un mur de pierre sèche, ça peut être différentes choses. Et puis de les cartographier pour déjà prendre conscience des richesses de votre cimetière. Vous pouvez également étudier les sols. Alors, il n'y a pas d'obligation. Faire des mesures de pollution. Regardez aussi le tassement. Ça peut vous aider aussi à choisir par la suite des types de plantations ou des éléments à installer. Évaluer également la fertilité du sol si vous comptez planter. Ça peut être vraiment intéressant pour le choix de vos essences. Ce dont je vous parlais juste avant, là, c'est identifier les continuités écologiques. Souvent, et ça, je pense que c'est un constat global, un cimetière, il est vraiment entre quatre murs. Il n'y a guère que les portes d'entrée qui sont accessibles, mais souvent c'est suffisant pour laisser quelques espèces passer. Donc on y reviendra, mais il y a la possibilité aussi, dans quelques murs, de laisser des petits passages sous les murs, ou quand vous avez des grilles, d'avoir des grilles suffisamment hautes pour laisser passer une partie de la faune. Ça, c'est important, pas de faire votre cimetière quelque chose de cloisonné, hermétique à la biodiversité qu'il y a autour. Ça me semble important quand c'est possible et que vous avez des gens qui ont envie d'arriver dans ces choses-là, de penser à ces éléments-là pour que vos cimetières soient des lieux ouverts. Il faut déjà laisser la nature pénétrer dans le cimetière, ça c'est vraiment important. Donc on verra, je vous donnerai quelques exemples par la suite d'idées qui peuvent vous permettre justement de laisser passer la faune, entre autres, dans vos cimetières respectifs. Ensuite, il y a analyser les conditions environnementales. Donc, en effet, c'est tout ce qui va être eau, ensoleillement, direction du vent, tout ce qui est énergie aussi. Ça va vous permettre de dimensionner votre projet, de regarder aussi ce qui est plus adapté. Et puis, pour finir, vous pouvez mener évidemment, parce que les principaux concernés, ça reste les gens qui fréquentent le cimetière. Donc, n'hésitez pas à mettre en place un sondage pour savoir quelles sont leurs attentes et questionner aussi sur les aspects environnementaux. Est-ce qu'ils seraient prêts à avoir un cimetière plus végétalisé, un peu moins tondu aussi à certains endroits, avec des allées conçues un petit peu différemment, peut-être un peu plus de végétation, et puis pourquoi pas même des sorties de découverte ensuite de la nature qui se serait installée. Et puis aussi de savoir quel regard ils portent sur leur cimetière, sur ce patrimoine culturel et historique et de savoir quels sont les éléments qui sont à préserver ou à mettre en valeur. Voilà l'exemple d'un schéma d'action qui est issu de ce type de diagnostic. Alors là, le but n'est pas de lire dans les détails, mais ça vous montre ce que vous pouvez faire, c'est que suite à ce diagnostic, vous mettez en place des plans. Des plans où vous allez commencer à prévoir un petit peu les différentes actions que vous allez mettre en place. Donc peut-être un tas de bois par-ci, un nichoir par-là,
un passage à faune sous un mur à tel endroit, des plantations d'arbres locaux à tel autre endroit. Ça vous permet aussi de vous projeter dans l'espace. Et puis, vous pouvez mettre en place un rétroplanning pour vous projeter dans le temps, pour mettre en place l'ensemble des actions qui auraient été dessinées au cours du diagnostic. Vous avez aussi, voilà, je vais vous montrer un exemple de schéma de conception, pareil, hein, toujours dans cette idée de diagnostic initial. Donc, c'est un schéma sympa hein, que j'ai toujours trouvé dans ce document de retour là, sur les cimetières d'Île-de-France. Voilà, donc là, c'est très schématique, mais justement, on voit comme on passe d'un cimetière un peu minéral à un cimetière un petit peu plus végétalisé. On enlève un petit peu de zones en pierre, de zones minérales pour laisser la place à des bandes enherbées, à des lieux un petit peu plus buissonnants. Pourquoi pas même planter quelques arbres. Ça peut être intéressant. Donc ça dépend évidemment de votre cimetière au départ, comment il est conçu, si vous avez des dalles jointives entre les stèles ou entre les tombes, voilà, puis de regarder s'il vous reste des espaces pour accueillir un petit peu toute cette biodiversité qu'on pourrait soit laisser s'installer, soit favoriser à certains endroits. Donc ça vous permet par la suite de mettre en place un plan de gestion de votre lieu. Donc c'est pareil, hein, là c'est un schéma synthétique, mais ce que je vous conseille fortement, et ça c'est valable dans d'autres projets, pas que le cimetière, c'est de mettre en place un espèce de comité, un comité dans lequel vous allez discuter de tout ça et que vous allez pouvoir valider, élaborer aussi des éléments à mettre en place hein, et valider de façon un peu plus collective. Évidemment, dans ce comité, je vous conseille, en dehors des élus, d'inviter du public et des gens concernés par les cimetières qui ont un intérêt aussi pour le lieu et qui ont même peut-être des fois un affect pour cet endroit-là. Et donc, l'idée, c'est aussi de les avoir avec vous pour que ça soit quelque chose de concerté, voilà, de quelque chose qui soit, des choix qui soient collectifs. Ce sera toujours plus facile de faire accepter les changements de pratique par la suite. On revient sur le fameux diagnostic du site qu'on peut réaliser ensuite pour, dans l'idée ensuite, de mettre en place des objectifs et de définir une stratégie partagée et planifier tout ça dans le temps. Donc, à vous aussi d'avoir un plan d'action raisonnable. La plupart des plans d'action, moi, j'ai tendance à dire, commencer par des plans d'action sur 4-5 ans, étaler les actions que vous comptez réaliser sur ces 4-5 ans. N'essayez pas de tout faire d'un coup. Et puis, bah, essayez d'investir les publics. Ça me semble important pour le changement de regard aussi sur le cimetière, c'est de pas imposer les choses, ça c'est une première chose, mais aussi d'impliquer les gens dans la mise en place des actions. Ça les aidera vraiment à s'approprier la chose et aussi ça accompagnera leur changement de regard sur le site. Donc évidemment, quand on met en place des actions, il faut aussi un petit peu les suivre. Donc ayez bien ça en tête aussi. Plus les actions sont complexes, plus après ça demande du suivi derrière. Donc globalement, ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et dont le suivi sera relativement faible et qui vont pas engendrer pour vous des gros changements en termes d'entretien aussi des lieux. Ça, c'est important parce que je sais que ce sont des lieux qui sont preneurs de temps et surtout communiquer sur les actions que vous mettez en place de façon à ce que le public qui soit accueilli soit au courant de ces nouveaux aménagements et puis soit aussi un peu plus partie prenante. Donc voilà l'exemple d'un cimetière un petit peu avec on va dire une gestion différenciée, hein. Vous voyez, il y a souvent des schémas qui sont donc ça, c'était intégré dans un plan de gestion et là, c'est une cartographie des pratiques par parcelle. Voilà, alors je n'ai pas le détail de ce qu'ils font par parcelle, mais ça vous donne une idée d'un type d'organisation. Donc vous pouvez décider que telle ou telle parcelle sera cochée à tel moment, que tel entretien aura lieu à tel moment, etc. Pour impliquer les publics, et ça, nous, on connaît bien au CPIE, les associations naturalistes en utilisent beaucoup, vous pouvez aussi, pour mobiliser le public, utiliser ce qu'on appelle des programmes de sciences participatives. Je vais vous en présenter un ou deux qui me semblaient adaptés au contexte du cimetière. Vous avez par exemple le protocole Propage, donc, qui s'appelle le protocole papillon gestionnaire. Donc, c'est à destination des gestionnaires de sites. Au départ, voilà, c'est destiné à des gestionnaires d'espaces verts, hein, ce qui est le cas d'un cimetière quand on le végétalise. C'est un protocole qui se passe entre le mois de mai et la mi-août. Et l'objectif, c'est d'observer les papillons. Donc là, on est sur des espèces qui sont assez sympas, qui font consensus aux yeux des gens. C'est des espèces généralement qui sont appréciées et on peut jouer sur l'aspect affectif aussi vis-à-vis de ces espèces-là. Le principe, c'est que le gestionnaire, qui peut être touché par les activités humaines, a besoin un petit peu d'avoir des outils d'évaluation sur la gestion de la biodiversité. Et le propage, bah, il vise à répondre à ce besoin et donc, entre autres, d'aller inventorier des papillons. Voilà, on va dire les grandes familles de papillons, surtout les papillons de jour. Et en fait, en fonction des résultats, ça va vous permettre d'évaluer la qualité du milieu. Donc, c'est des outils clés en main. Ça vous permet aussi de comparer à d'autres sites, pour voir aussi si, par exemple, par rapport à un parc plus végétalisé, s'il y a une vraie différence sur le nombre d'espèces. Et c'est quelque chose que vous pouvez reproduire dans le temps pour voir s'il y a une évolution. Et donc, imaginons que vous mettiez en place des choses en faveur de la biodiversité. Bah, peut-être que si vous remettez le protocole en place
2, 3 ans, 5 ans après la mise en place des actions, vous verrez une réelle différence sur la présence des papillons. Et donc, n'hésitez pas à inviter le public à venir compter ces papillons avec vous. Donc voilà les intérêts du dispositif, c'est qu'on a ici un protocole qui est simple. Il est peu coûteux en temps, hein, c'est 1 à 2 journées par an, pas plus. Et il est réalisable par des personnes non spécialistes des papillons. Ça me semble important de le préciser parce que je sais que je peux pas vous demander à tous d'être des naturalistes confirmés. Et donc, il est conçu pour les gestionnaires. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour vous. Maintenant, un deuxième. Donc, il s'agit du protocole Florilège, donc qui est basé, lui, sur l'étude des prairies urbaines. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser en milieu rural, mais l'idée, c'était que, on avait des prairies urbaines qui s'installent. Donc, une nouvelle fois, c'est destiné aux gestionnaires d'espaces verts. Ce protocole se réalise sur la période de juin-juillet. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir, justement, pareil, avoir une idée de la mise en, enfin, de pouvoir avoir un retour sur les gestions mises en place dans une idée d'améliorer les connaissances et de pouvoir mesurer une nouvelle fois les pratiques de gestion sur la qualité écologique, en l'occurrence là des prairies, et donc de voir un petit peu la dynamique d'évolution de ces milieux en fonction de la flore qu'on va y trouver. Donc l'idée, c'est que il y a une soixantaine d'espèces à répertorier. Donc vous avez des fiches à disposition, hein, c'est assez accessible, et vous allez les répertorier dans 10 carrés d'1 mètre carré, au cœur même, là en l'occurrence, de votre cimetière. Et donc, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'identifier toutes ces plantes et ça va vous permettre de faire un petit point sur l'évolution de votre flore au niveau du cimetière. L'intérêt de tout ça, c'est une nouvelle fois, vous pouvez mobiliser voilà, que ce soit le personnel des communes, mais aussi les habitants sur ce type de dispositif. Donc, vous avez un livret d'accompagnement qui est très complet, très accessible, qui vous est livré clé en main, et une clé d'identification qui s'appelle la clé des prairies. Donc, une nouvelle fois, les intérêts de ce dispositif, c'est un protocole simple, peu coûteux en temps, comme celui d'avant, réalisable par des personnes non spécialistes, conçu pour les gestionnaires. Donc, vraiment deux protocoles adaptés. Je pense à certains de vos besoins d'évaluation en fonction des actions que vous allez mettre en place. Quelques-uns quand même d'autres de protocoles, sans revenir en détail cette fois-ci dessus. Donc, vous pouvez aller sur le site de Viginature, c'est un site qui regroupe quasiment l'ensemble des protocoles de sciences participatives, donc qui est dédié aux citoyens ou aux personnes qui n'ont pas trop de connaissances. Donc voilà, il y a un petit tableau, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais voilà, il y en a qui concernent les insectes pollinisateurs, d'autres les mammifères, d'autres la flore sauvage spontanée. Donc plein de choses qu'on pourrait retrouver dans nos chers cimetières par la suite. Peut-être qu'on va en venir à la partie plus concrète maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans vos cimetières ou quelle méthode ou quel dispositif pour accueillir et favoriser la présence de biodiversité. Donc, on va passer en revue quelques dispositifs qui me semblaient intéressants à intégrer. Avant d'en venir à cette partie-là, je voulais préciser quelque chose. Donc, nous, on intervient là au CPIE en tant que spécialiste de cet aspect de la biodiversité. Alors, même si c'est un webinaire sur les cimetières, là, aujourd'hui, on travaille sur beaucoup de milieux urbains, voire de milieux industriels qui sont assez pauvres en biodiversité au départ. Donc, les problématiques sont souvent les mêmes. Donc, vous verrez, ces dispositifs, voilà, c'est des dispositifs qu'on a testés par ailleurs, hein, c'est pas des choses qu'on vous présente sans connaître. Donc, maintenant, venons-en au petit programme là qui vous attend pour 5-10 minutes. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu comment accueillir et favoriser la flore. Donc, on va revenir sur les plantations d'arbres et d'arbustes. Vous avez vu que j'ai précisé locaux. Je vais vous parler rapidement du label végétal local. Je vous en ai déjà parlé, mais aussi une idée de favoriser la flore spontanée. La mise en place éventuellement de prairies ou de carrés d'herbes fleuries. Maintenant, pour accueillir et favoriser la faune, je vais vous présenter, quand ce sera possible. Alors, ça va peut-être vous paraître surprenant, il y a des cimetières qui l'ont fait. Donc, pourquoi pas créer une mare dans votre cimetière si vous avez l'espace. Des choses peut-être plus faciles, des murs ou des spirales en pierre sèche, qui sont des dispositifs très, très favorables aussi à la présence de certaines espèces. Pourquoi pas fabriquer aussi et installer des nichoirs à insectes. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà observé là dans votre environnement proche. Fabriquer, installer aussi des nichoirs pour les oiseaux, mais peut-être moins pour les chiroptères. On peut fabriquer aussi des nichoirs pour nos amis les chauves-souris. Et puis mettre en place des passages à faune. Et pour finir, mettre en place, pourquoi pas, des tas de bois pour l'hivernage et la nidification de la faune. Donc, sur l'ensemble de ces choses, je vais revenir dessus et vous apporter quelques éléments plus précis. On va commencer par la flore. Donc, pour effectuer des plantations d'arbres et d'arbustes locaux, je vous conseille très clairement, donc déjà, une petite phrase qui résume un petit peu tout. C'est vrai que l'arbre a une place un peu particulière dans les cimetières, qu'il soit en alignement ou le long des allées, ou même isolé ou en bosquet ou dans une haie, souvent il participe à la qualité paysagère, mais aussi à l'accueil de la biodiversité.
C'est vrai, je pense que vous avez tous déjà vu différents cimetières. Et quand on a de la végétation présente, bah, ça change quand même un petit peu l'ambiance générale d'un cimetière qui serait très minéral. Ça crée des zones d'ombre aussi, hein. Pensez aux gens qui viennent en plein été, ça peut être vraiment intéressant de penser à des plantations si vous êtes dans des cimetières très minéraux. Donc, comme je vous disais, bon, je vais pas révolutionner les plantations. Généralement, quand vous mettez en place des plantations, vous faites appel à vos personnels, on va dire communaux, vous faites appel à des entreprises qui sont spécialisées. Simplement, essayer de leur dire ce qui serait intéressant, c'est qu'ils misent sur des végétaux et des espèces locales. À partir du moment où on veut accueillir la biodiversité locale, il est important de choisir des essences qui poussent dans l'environnement proche. Sinon, bah, si vous mettez des plantes d'ornement, ce sera peut-être joli paysagèrement. En revanche, ça aura peut-être peu d'impact sur la biodiversité, que ce soit les pollinisateurs ou d'autres espèces. Donc, ça me semble important de planter des essences qui sont adaptées à votre climat, à votre sol local. Et donc, renseignez-vous, allez voir les haies autour de chez vous, allez voir des naturalistes dans le coin et renseignez-vous sur les espèces qu'on trouve justement dans des espèces végétales, que ça soit d'arbres ou d'arbustes. Voilà, n'hésitez pas à les prospecter et à planter les mêmes, hein. Vous aurez déjà, ce sera tout aussi joli et vous accueillerez plus facilement la faune qui vit dans le coin. Donc voilà, ben, photo super sympa là, pareil d'un cimetière en région parisienne. Voilà de ce que ça peut donner quand on a des arbres, hein, déjà une diversité de couleurs. Puis regardez la diversité du paysage sur la photo aérienne, hein. C'est sûr, si on n'avait pas ces arbres, l'image serait très très différente. Deux autres exemples là de cimetières où l'arbre est bien présent. Donc avec carrément là une végétation en dessous de l'arbre ou un alignement d'arbres là en dessous. Donc voilà, ça change tout de suite l'ambiance et ça apporte clairement quelque chose. Dans l'idée d'impliquer les publics, surtout que quand on fait les changements de pratique, c'est pas toujours accepté par tous. Ben, pourquoi pas, si vous faites des plantations, pourquoi pas inviter le public à planter avec vous? Ça permet d'investir les habitants, puis ça leur permet de s'approprier, d'accepter mieux le dispositif. Si on passe à la suite et qu'on revient toujours sur les plantations d'arbres et d'arbustes, donc l'intérêt de planter pour la faune, entre autres, ça va être que vous allez attirer des espèces particulières, entre autres les oiseaux, mais aussi les mammifères arboricoles. On pense évidemment tout de suite à l'écureuil. On pourrait penser aussi à la martre, à la fouine, au laireau, à plein de petits mammifères comme ça qui ont besoin d'arbres pour se déplacer et pour vivre. Et puis évidemment, parce que ça c'est très connu, les fameux insectes pollinisateurs, donc nos amis abeilles, bourdons, papillons et compagnie, qui sont extrêmement importants pour nous aussi, y compris pour nos jardins et nos légumes, etc. Autre chose, et ça on a vu quelques photos en préambule, donc favoriser les allées enherbées et la flore spontanée. Donc c'est juste pour vous donner des exemples d'enherbement, voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est pas, en vrai, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, ça demande juste un petit peu de temps au début. Mais après, on a des allées faciles à entretenir et du coup, c'est quand même plus sympa que du gravier. Tout de suite, c'est plus agréable pour moi, je trouve, de marcher dans l'herbe que de marcher sur des graviers qu'on retrouve partout. Tout de suite, je trouve que ça apporte un aspect paysager assez sympa, un peu de couleur et ça enlève déjà un petit peu de minéral. Là, c'est justement ce qui vous permet de comparer les différentes installations. Donc, quand vous installez un enherbement homogène, donc si vous laissez la fleur spontanée s'installer, ça va vous prendre 2 à 5 ans. Si vous mettez un semis sans apport de substrat, c'est 1 ou 2 ans pour que ça s'installe. En revanche, si vous mettez un semis avec apport superficiel de substrat, c'est 6 mois à 1 an pour l'installation. En revanche, le coût, bah, vous avez vu, quand on laisse la fleur spontanée, il est nul. Et ça peut être important quand on doit apporter du substrat et qu'on doit semer derrière. Pareil sur l'entretien, si vous regardez la troisième ligne du tableau, on se rendra compte que la flore spontanée nécessite moins d'entretien que la flore qu'on a amenée nous-mêmes. Donc ça, c'est juste pour vous faire réfléchir à l'intérêt de laisser la flore s'installer plutôt que de vouloir décider absolument de la flore qui va arriver. Voilà, donc on peut laisser des zones libres peut-être où on observe la flore qui arrive et puis l'entretenir et puis la maintenir sur place. C'est très économique, c'est très écologique et en plus, bah ouais, ça fait un vrai gain de temps ensuite sur l'entretien des espaces. Et ça permet aussi d'être sûr d'avoir une flore adaptée qui va avoir une bonne pérennité dans le temps et qui va résister plus facilement aux événements climatiques. Alors que si vous venez semer peut-être des plantes pas forcément adaptées, bah le risque c'est de ressemer régulièrement parce que vous allez avoir à chaque calamité que ça soit des tempêtes, du froid trop intense ou des sécheresses trop intenses l'été, bah, vous allez devoir recommencer. Donc, l'avantage de la flore spontanée, elle est là aussi, c'est que souvent, elle est adaptée à ces variations climatiques. Voilà quelques exemples. Là, c'est pareil, je vais pas venir en détail sur le tableau de flore spontanée qui pourraient arriver dans les cimetières. Donc, c'est un tableau intéressant. Ça vous permet de voir quelles espèces arrivent et surtout quel est leur intérêt. Vous avez les couleurs de flore, entre autres. La plupart ce sont quasiment des plantes vivaces.
Et puis, vous avez leur intérêt, là, sur la partie de droite, leur intérêt pour à la fois l'humidité dans le sol, mais aussi pour la faune, les pollinisateurs, pour le besoin en lumière aussi, etc. Donc, ça vous permet aussi de, pourquoi pas, des fois, de les planter, de savoir qu'est-ce qui adapte à votre sol et à votre climat. Donc, voilà, c'est simplement quelques exemples de flore spontanée. Donc là, on n'est que sur des cimetières autour de Nancy. Vous voyez, juste simplement pour dire que ça peut être vraiment très, très joli, hein. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. En favorisant la flore spontanée et les espèces que vous allez pouvoir accueillir, bah, une nouvelle fois, on va retrouver les oiseaux, les mammifères, nos chers pollinisateurs, et puis bah, évidemment les papillons qui vont être friands de toutes ces fleurs qui vont pousser. Pour les prairies fleuries, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu ça. Donc, bah, c'est un peu le même constat. Vous pouvez les semer ou laisser la fleur s'installer. Voilà, quelques exemples de ce que ça peut donner. Donc, attention à vos mélanges de graines. Prenez des choses adaptées si vous semez. Mais ça peut donner des choses très, très sympas au niveau paysager. Vous pouvez regarder ce tableau-là et comparer justement entre la gestion d'une prairie et la gestion du minéral. Et vous verrez que ça peut vous faire gagner un paquet de temps et que c'est pas si contraignant que ça à l'entretien et à la mise en place. Arrivons-en, donc, espèces cibles quand on a des fauches tardives, c'est les mêmes, insectes pollinisateurs, papillons, mammifères et oiseaux. Donc, sur la création de mares, évidemment, il faut un cimetière adapté et un peu d'espace, et puis peut-être un peu d'argile dans le sol. Mais regardez, ça peut donner des trucs très, très sympas. Une nouvelle fois, alors regardez, là, c'est la même mare avec quelques années d'écart. Donc, une fois que la végétation est installée, bah, ça donne quelque chose de particulièrement paysager aussi, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de verdure. Donc, ça peut être très joli. Les intérêts d'une mare, bah, c'est qu'on va cibler des espèces un petit peu différentes. Elle va être peu coûteuse si elle est réalisée sous forme de chantier. Nous, au CPI, on en a réalisé de très nombreuses dans le cadre de chantiers jeunes qui sont organisés pendant l'été. Si vous faites appel à une entreprise, ça peut vite vous coûter 3 à 5 000 euros par installation. En revanche, l'entretien est assez faible. C'est 2 passages par an. C'est un fort intérêt paysager et en revanche, c'est très, très favorable à la biodiversité. Il est possible, comme je vous disais, d'organiser un chantier participatif. Voilà un exemple de chantier qu'on a organisé avec le CPIE, avec la barre qui a été creusée juste devant. Je vous rassure, c'est pas les enfants qui ont creusé tout ça. C'est une mini pelle en premier, hein. Sinon, ça aurait été un peu compliqué. Là, on va avoir une flore spécifique qui va s'installer, surtout des espèces comme les amphibiens et reptiles qui vont être attirés par ce type de milieu, y compris des libellules, et puis les autres, ce sont plutôt les mêmes espèces que celles que nous avions vues juste avant. Des choses que vous connaissez peut-être aussi, c'est les spirales et les murs en pierre sèche. Donc pour ça, bah voilà quelques exemples d'une spirale réalisée à Champenoux à côté de chez nous dans le cadre d'un chantier jeune. Un mur de pierre sèche, là, à proximité, bah ça c'est dans un cimetière. Donc vous voyez, c'est très paysager également. L'intérêt de la pierre sèche, c'est que ça sert vraiment de lieu d'accueil pour la faune avec les interstices. Hein, je précise bien mur de pierre sèche et pas mur avec des pierres jointives, hein, parce que là il n'y a plus d'interstices et la faune n'est plus accueillie. Mais voilà, ça peut être raisonnable en termes de coût si on récupère la pierre autour de chantier. En revanche, attention, les murs de pierre sèche, sachez que le CAUE commence à expérimenter pas mal. Ça peut avoir un coût élevé si on fait amener les pierres d'une carrière un peu éloignée. Ça peut vite monter en chiffres. En revanche, bah, quand c'est récupéré, c'est très très sympa. L'avantage, c'est que c'est très durable. C'est un entretien quasi nul une fois que c'est installé. C'est très, très paysager et c'est évidemment très, très favorable à la biodiversité pour que les espèces s'abritent l'hiver. Un autre exemple, donc voilà, quelques murs vieux, donc c'est la photo qu'on a vue juste avant, là, avec aussi une végétation, là on voit des sédums qui s'est installé, donc c'est très très joli. Donc une nouvelle fois, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères, insectes, papillons. Les murs attirent énormément d'espèces, surtout pour l'abri. C'est vraiment ça qui est intéressant. Les nichoirs à insectes, je passe très très vite dessus. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Vous pouvez faire ça avec des écoles, avec du grand public. C'est des éléments faciles à trouver. C'est peu coûteux. Ça se réalise assez vite. Vous pouvez les préparer pour que ça aille plus vite. Ça peut être évidemment fabriqué lors d'un chantier. C'est un entretien faible, c'est un passage une fois par an. Il faut observer aussi si les espèces se sont bien installées. Un intérêt paysager certain quand on le fait bien. Et puis, bah, évidemment, c'est favorable à la biodiversité, mais surtout aux pollinisateurs qui vont adorer, entre autres, les tiges creuses qu'on va installer dans ces dispositifs. Les dernières choses, pareil, des choses que vous connaissez, c'est les nichoirs. Alors, comme j'ai précisé, vous pouvez en installer pour les oiseaux, mais aussi pour les chauves-souris. Donc, ça coûte pas cher, ça peut être fabriqué, pareil, facilement chez soi ou dans le cadre d'un chantier. L'entretien faible, il faut les récupérer une fois par an puis les nettoyer pour permettre à de nouveaux oiseaux de s'installer. La photo nous montre que ça peut avoir un gros intérêt paysager. Et évidemment, c'est très favorable aux oiseaux et aux chiroptères qui ont besoin de ces cavités pour nicher. Souvent, les arbres creux manquent en ville, même dans les villages, pour des raisons de sécurité. Donc, ça permet de compenser un petit peu. Donc, espèces cibles, oiseaux et chiroptères.
Très rapidement, voilà des exemples de passages à faune, comment vous pouvez intégrer dans vos clôtures des grillages ou des choses adaptées pour permettre aux espèces de traverser. Un exemple de haie tressée qui peut être sympa à mettre en place. Donc là, bah, entretien faible, coût très raisonnable sur la mise en place des passages à faune. Ça peut être fabriqué facilement et c'est très favorable au déplacement des espèces et extrêmement important pour eux. Donc, on va surtout cibler là les mammifères terrestres et les amphibiens qui utilisent le sol pour leur déplacement. Pour finir, et c'est la dernière chose, voilà, des choses très faciles que vous avez souvent à disposition, c'est le bois. On peut faire des tas de bois très très esthétiques et un petit peu comme pour les murs de pierre sèche, ça va créer des zones d'hivernage intéressantes à mettre en place. Ça coûte pas cher, c'est un entretien quasi nul, c'est intéressant paysagèrement et c'est très favorable à la biodive. Donc on va retrouver les mêmes espèces que sur les murs de pierre qui vont s'installer dedans. Je vous remercie de votre attention.